Et puis on peut citer plusieurs exemples, parce que là, quand je disais les 7 besoins fondamentaux qu'on doit satisfaire... Ah, c'est quoi, c'est cette... Alors, je vais dire ce que je me souviens. Besoin d'amour, bon, ça semble clair, hein, besoin d'amour inconditionnel. Parce qu'il peut y avoir des amours conditionnés. Si par exemple, je t'aime que si tu réussis à l'école, alors l'enfant, il n'identifie pas, hein. Par contre, il identifie bien qu'il aimait que s'il a une bonne note. Mais ça va introduire des schémas. Parce que ça n'est pas inconditionnel. Donc un amour inconditionnel a besoin de sécurité. Si on est dans un foyer où, je sais pas, hein, il y a papa violent qui pète des câbles tous les 4 matins, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est des enfants qui vont développer une hypervigilance, vous savez, dans quel état il va être ce soir quand il va rentrer. Et alors, ils vont développer vraiment une aptitude à décoder le moindre signal dans le changement de faciès. Un lever de sourcil, un air un peu contracté... Et ça va rester à l'âge adulte, hein. Quand j'y ça crée des schémas, si mon collègue ou mon chef, je le vois avec un faciès, hop, tout de suite ça va m'activer une insécurité. Pas avoir des tics. Oui. Oui. Besoin de sécurité, besoin d'autonomie. C'est des enfants qu'il faut amener vers l'autonomie aussi, hein. Si on est dans des mamans fusionnelles ou qui aiment bien maintenir leur enfant dans la dépendance parce que c'est une façon pour elles d'exister, on ne va pas guider l'enfant vers l'autonomie. Donc ça crée aussi des schémas. Je me souviens d'une dame qui me disait, mais en fait, ma mère, elle a toujours tout fait pour moi, et ça m'a fait croire qu'elle faisait parce que je n'étais pas capable. En fait, si elle faisait pour moi, c'est que finalement, moi, je n'étais pas capable, et elle n'avait pas confiance en moi, c'est pour ça qu'elle faisait. Donc, elle arrivait chez moi à 30 ans, en me disant, maintenant, je me fais violence pour faire les choses, et pour que ma mère fasse pas, mais c'est compliqué, parce que ça crée du conflit, parce qu'elle ne comprend pas. Donc là, elle se marie, sa mère veut tout organiser, elle a décidé qu'elle savait faire, que sa fille, elle n'avait pas le temps parce qu'elle travaillait, et qu'elle allait faire. Donc dans la tête de la mère, elle, ça lui fait plaisir. Elle se dit, je rends service à ma fille parce qu'elle n'a pas le temps, mais la fille, elle dit, mais non, mais moi je veux pas, c'est mon mariage, bah oui, ça me prend du temps, mais moi, j'ai envie de voir que je peux faire ça et de le faire moi-même. Et du coup, elle a pris conscience que même la cuisine, faire sa valise... des choses anodines, puisqu'en fait, elle n'a toujours connu que ça. Donc c'est sa normalité, elle prend conscience maintenant qu'en fait, ça lui a fait un manque de confiance en elle terrible, qu'elle a gardé pendant des années. Donc l'autonomie, qu'est-ce qu'on a pas de violence. Vous voyez pas, non? Besoins fondamentaux. Être poussé à l'autonomie, voilà, être... mais je crois que c'est les mêmes. Être sécurisé, poussé à l'autonomie, mais de façon rationnelle et en fonction de l'âge qu'on a. Évidemment que si... vous voyez bien, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des choses qu'on ne va pas lui demander de faire. Voilà, on va adapter. Si finalement l'enfant est parentisé, c'est-à-dire qu'il se met à gérer, par exemple, les papiers administratifs de ses parents alors qu'il a 14 ans, ça n'est pas adapté. C'est-à-dire ça va être trop tôt pour lui et ça va lui faire perdre quelque chose. Il faudrait que je les reprenne, parce que... Enfin bon, c'est du bon sens en fait. Hein, Oui, c'est sûr. Mmh. En général, pour quelqu'un de normal, entre guillemets. Voilà, ouais. Et si... j'ai un bouquin où c'est dessus, mais je les ai plus imprimés en tête. Si un de ces besoins n'est pas satisfait, ouais, ça peut créer des schémas. Alors il y a le besoin de reconnaissance aussi, voilà, oui, le besoin de reconnaissance. C'est Du renforcement positif. Ou c'est la pyramide de Maslow? Non, ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. Il va y avoir des liens. Hein. On va retomber sur des choses similaires, mais là, ce que je vous parle, alors il y a plusieurs théories, toutes elles se recoupent un petit peu. Là, moi, je vous parle de la théorie des schémas de Jung. Donc Jung, pas... c'est Jeffrey Jung. Hein, c'est pas Carl. C'est Jeffrey Jung qui est encore en vie, qui est un Américain, et qui a créé toute une thérapie qui s'appelle la thérapie des schémas, où il explique... et en fonction du schéma qu'on a, il faut voir aussi comment on l'a compensé. Parce que soit on peut avoir reproduit. Ce matin, par exemple, la dame me disait, moi, mon mari, il a toujours été sanctionné ou critiqué ou dénigré, et il pense que c'est comme ça qu'on booste. Donc en fait, il en a souffert, mais en tant que papa, il ne sait pas faire autrement avec son fils, ce qu'il adore, mais il pense que s'il veut le faire sortir de sa zone de confort ou le booster un peu, il faut lui dire, oui, mais t'es nul, t'as vu ce que t'as fait, ça va pas, ou... Et du coup, elle a dit, bah oui, moi je lui dis, parce que c'est pas sympa, il se rend pas compte. Je vois bien qu'il fait pas ça méchamment, mais il se rend pas compte des dégâts. Donc soit on reproduit, soit on va dans l'extrême inverse,
C'est-à-dire qu'on va renforcer à mort son gamin, c'est le plus beau du monde, c'est le plus intelligent, tout ce qu'il fait il est bien, et là on va en faire un peu un enfant roi. Voilà. On peut compenser dans les schémas amoureux, on a beaucoup de spi dans les schémas amoureux. Parce que dans la relation affective qu'on a construite avec nos parents, ou qu'eux ont construit avec nous, je dirais plutôt, sans s'en rendre compte, on va reproduire, ou on va aller dans l'extrême inverse. Mais si finalement, là encore, par exemple, j'ai eu un papa qui m'a toujours un peu dénigré, qui m'a toujours tout laissé faire toute seule, je vais peut-être choisir un homme qui, je vais dire vulgairement, qui pense que ça... et finalement, je vais être habituée à faire toute seule et puis à être critiquée. Je pense à une autre dame, c'est ça. Je suis désolée, je cite des cas, mais ça illustre aussi. Et la dame me disait, mais en fait, donc on travaille ensemble, du coup elle s'affirme. Puis j'ai dit, mon mari, on va au clash tout le temps, parce que maintenant il y a des trucs, il me passe son temps à me critiquer, et maintenant je peux plus. Donc avant elle encaissait, parce qu'en fait elle a été formatée comme ça. Donc pour elle c'était sa normalité. Et maintenant qu'elle commence à remettre dans les bonnes cases, et puis qu'elle s'affirme un peu plus, non, elle n'accepte pas qu'on la critique constamment. Donc elle lui fait la remarque, et puis comme lui il a choisi un modèle qui pouvait accepter les critiques, du coup tout d'un coup il dit qu'est-ce qui se passe, ça se passe plus comme avant, c'est pas le modèle que j'ai choisi. Donc il y a un réajustement. Donc dans les schémas amoureux, sans s'en rendre compte, on va se refoutre dans des situations, c'est un peu comme les femmes qui vont se mettre qu'avec des hommes pas disponibles. On leur cherche pas, c'est pas volontaire. Mais finalement, si cet homme-là, il n'est pas capable de s'occuper que de moi, ou il n'est jamais dispo pour moi, ou que je passe ma vie à être dans l'attente de cet homme-là, c'est peut-être parce que j'ai eu un père abandonnique. Ou qu'il n'était pas présent à la maison, ou que j'étais pas la première intention de son affection. C'est évident de casser les schémas et de reproduire. C'est tout un travail à faire. Oui. C'est prendre conscience et... Déjà, prendre conscience, c'est déjà une première étape qui est importante. Ouais. Après, il faut retraiter. Ouais. Mais déjà, prendre conscience, c'est bien. Il y a tellement de personnes qui sont gouvernées par les schémas qui ne s'en rendent pas compte. Là, je repense autour de moi, je repense à un copain qui me disait oui, non mais tu te rends pas compte, il ne faut pas faire confiance, de toute façon les gens ils finissent toujours par te trahir. Moi j'entendais le schéma. Mais quand je lui ai dit, t'as peur qu'on te trahisse, il a dû se passer un truc, t'as pas confiance en les autres. Non, pas du tout, j'ai peur de rien. Voilà. La majorité des gens, on va dire, quand on travaille soi-même sur ces schémas, après on finit par voir chez les autres. Il y a des choses qui... On se dit, il y a des peurs. Parce que les schémas, c'est des peurs. C'est comme dans Star Wars, vous savez. La peur mène au côté obscur de la force, mais c'est exactement ça. Et la majorité des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des peurs. Donc oui, les schémas amoureux, je pense à une autre personne qui était venue me voir parce qu'elle avait une femme qui avait une jalousie maladive. Et vraiment, elle en souffrait. Elle en souffrait, elle avait absolument pas envie de perdre son compagnon, mais justement, parce que comme elle était attachée, les schémas s'activaient forcément. Et en fait, on est retombé sur son père qui a passé sa vie à tromper sa mère, et elle était au courant. Et en fait, elle était prise entre deux eaux, parce qu'elle était au courant, il fallait pas qu'elle dise à sa mère parce qu'elle voulait pas la blesser. En même temps, contre son gré, elle devenait complice de son père. Et finalement, malheureusement, elle a porté un gros fardeau pour elle, alors qu'elle était trop jeune à ce moment-là, elle devait être pré-ado. Et du coup, dans sa tête, les hommes étaient forcément volages. Donc dans sa tête, on ne peut pas faire confiance à un homme. Un homme, ça trompe. Puisque son cerveau, c'est ce qu'il avait vu. Et pour elle, c'était conditionné ensemble. Donc une vie de couple, c'est forcément que je vais te tromper à un moment donné. Je repense aussi à... J'avais lu un bouquin d'un gars qui a beaucoup de mérite, parce que c'est un gars qui battait sa femme. Et il a écrit un témoignage qui s'appelle « Il y avait un monstre en moi ». Et donc je trouve ça bien quand même d'avoir le cran de témoigner, parce qu'il a fait une thérapie avec des collègues de Paris qui bossent sur la problématique, qui sont vraiment très bien. Et donc il s'en est sorti. Et bon, il se remettait en question, mais il disait en même temps, ça m'est jamais arrivé avec d'autres compagnes, et avec celle-là, en fait, elle me titillait. Enfin, il dit finalement, elle savait qu'avec elle, je pouvais être violent, et c'est comme si elle recherchait. Et il s'est aperçu qu'en fait, son père la battait, et que pour elle, dans sa tête,
conditionner ensemble, l'amour, ça allait avec la violence physique. Si cet homme-là me bat pas, c'est qu'il m'aime pas. Alors c'était pas rationnel, hein, c'est pas ce qu'elle s'était dit, c'est pas ce qu'elle recherchait, mais finalement son schéma faisait que il fallait qu'elle pousse l'homme à bout pour obtenir ça, pour rester dans ce qu'elle avait connu. Et il racontait un exemple, ça m'est resté, que donc lui déjà comme il était très amoureux, il était jaloux, et elle était sortie une première fois en boîte de nuit et il l'avait très mal vécu. Donc il avait été déjà un peu violent, machin. Et donc elle avait pleuré et tout, elle avait dit oui je comprends, si je dois sortir je te le dirai, ou je te dirai quand je rentre, ou je te dirai qui je suis, enfin voilà. Et puis finalement, à nouveau un soir il rentre du travail, elle n'est pas là, et puis elle l'appelle vers 2h du matin, donc lui déjà il se rongeait les sangs, un peu améché, en disant ah je suis en boîte de nuit, il y a des mecs qui me draguent. Donc lui il a complètement bugué, il s'est dit mais c'est pas possible, elle m'a déjà fait le coup. Elle recommence, mais qu'est-ce qu'elle cherche, quoi? Donc c'est comme si, effectivement, elle savait que ça allait complètement le déclencher et qu'elle le recherchait. Alors, je ne vais pas dire que c'est sa faute, hein, mais on est dans des schémas où voilà, on va se comporter d'une certaine façon qui peut paraître illogique, mais qui s'explique par rapport à comment les fils se sont connectés dans le logiciel. Ça vous parle un petit peu? En tout cas, je cite des exemples, pas pour... parce que j'apprends beaucoup des gens qui viennent me demander de l'aide, et moi j'apprends beaucoup d'eux en fait. C'est très illustrant aussi toutes les situations que je peux avoir, et ça permet de... Et tout le monde se reconnaît un petit peu, enfin on est tous dans nos schémas. Donc finalement, si on pouvait en parler librement les uns les autres, on se dit, ah bah tiens, c'est marrant, elle parle de ça, moi j'ai le même truc. Dans les besoins fondamentaux de l'enfant, il y a l'identité aussi. Je pense surtout aux orphelins, les enfants qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont un besoin de peut-être de retrouver, essayer de retrouver leurs parents s'ils les savent vivants, pour savoir qui ils sont, pour retrouver leurs origines. C'est pas dans la liste des besoins fondamentaux, mais effectivement c'est une vraie problématique. Hein. C'est une vraie problématique. Alors en plus, je crois qu'on peut croiser ça avec l'épigénétique. Pourtant, quand on voit les petits-enfants, ils sont fiers de dire « Ah, ça c'est mon papa » devant les autres enfants. « Ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. » Donc on sent quand même que c'est quelque chose de très fort chez eux. Ah oui, je dis pas que c'est pas fort, hein, mais dans la liste que moi j'ai, ah ouais, d'accord. dans ce qu'on m'a donné, ça n'y est pas. Mais c'est complètement fondamental. Hein. C'est comme la reconnaissance, ça me semble. La reconnaissance, c'est plus dans le fait, par exemple, s'ils font quelque chose, je sais pas, s'ils vont faire un spectacle, ils ont besoin que leurs parents soient là pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les admirer, pour pouvoir aussi, ou lorsqu'ils amènent un beau bulletin, il faut que les parents les encouragent, c'est très bien. Si ça rend indifférent les parents, je pense qu'il y a une déception derrière. Ben ça, c'est le besoin de renforcement positif. On en a parlé, le besoin de reconnaissance. Voilà, c'est ça. Oui. C'est pas vraiment la même chose. Non, voilà. Ouais, mais les racines, c'est essentiel aussi. Voilà, je pense qu'il y a une petite... pas du tout dans la même... Et en plus, on sait maintenant, alors il y a des études récentes, hein, c'est assez impressionnant, que les enfants adoptés, même s'ils sont adoptés au bout d'un jour, ça crée un déracinement en termes d'attachement physiologique, et ça crée un problème. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, enfin... C'est pas tant ça que c'est vraiment physiologique. En fait, le pot à pot et l'attachement physiologique, hein, l'odeur de la maman, la voix de la maman, quand il y a un arrachement, même si le tout petit il est confié à d'autres et qu'il va considérer comme ses parents, au niveau de l'empreinte, au niveau du cerveau, ça va quand même créer un arrachement. Oui, parce que la maman biologique porte l'enfant pendant 9 mois. Je pense qu'il y a l'enfant, même si c'est interne, a l'habitude d'entendre sa mère. Il y a peut-être aussi dans l'odorat, même si c'est pas encore bien formé à la naissance, je pense qu'il y a des choses quand même qui se sont instaurées. Qu'ensuite, c'est une autre mère qui prend le relais. Même si elle est là, toute aimante, et ça doit faire quelque chose. Mais ça, c'est très fort. Du coup, il n'y a rien de plus terrible aussi de ne pas dire à l'enfant, parce qu'on se dit, bon, il a adopté à un jour ou à une semaine, mais en fait, l'enfant, il le sait. Enfin, il y a des témoignages où les gens disent, mais en fait, j'ai toujours pressenti que c'était pas mes parents.
Donc ça c'est terrible aussi parce qu'on se construit sur une identité fausse, sur tout un mensonge, sur des sables mouvants. C'est sûr. Il y a un monsieur comme ça qui me dit, alors a priori il n'a pas été adopté, c'est ça qui est compliqué, mais il me dit j'ai l'impression de ma vie, j'arrive pas à me poser, je suis tout le temps en train de m'enfoncer, je suis comme dans des sables mouvants, mes parents j'ai l'impression que c'est pas mes parents, alors, a priori si, enfin voilà on va pas rajouter de l'interprétation là où il n'y a pas, mais en tout cas, alors peut-être dans l'épigénétique, dans ses ancêtres, il y a eu un arrachement quelque part, hein, que lui il porte aussi. Mais il définit vraiment ça, du coup il a beaucoup de mal à avancer, à se projeter ou à savoir ce qu'il veut, parce qu'il est tout le temps dans des marasmes, il me dit mais c'est terrible, quoi. C'est un espèce d'inconnu, comme s'il était perdu dans la stratosphère. Quoi. C'est un point de départ pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vivre sa vie. Ouais, c'est vraiment s'appuyer sur du solide quoi, pour pouvoir se propulser un peu en avant. Donc les racines, oui, de savoir d'où on vient et connaître l'histoire de sa famille aussi. Hein. Puisqu'avec l'épigénétique, on sait qu'on est porteur épigénétiquement du trauma. C'est-à-dire que dans nos gènes, on a les marqueurs des psychotraumas de nos parents, de nos grands-parents. Je rigole parce que je repense à encore une dame que j'ai vue hier. Et en fait, il y a des rêves bizarres, des trucs un peu incestueux, et puis en même temps d'enfants morts. Et là, elle est en train de comprendre qu'en fait, a priori, son père aurait vécu des choses, qu'elle est persuadée qu'elle n'a pas vécu. Son père aurait vécu des choses, donc du coup, elle est porteuse de ça. Et les enfants morts, il y en a plein dans sa famille, en fait. Je crois qu'il y en a jusqu'à 9, si on prend jusqu'à la génération des grands-parents. Que ce soit in utérus, in utérine, et in utérin, mortalité fétale. Et elle me dit, en fait, ouais, je pense que je porte plein de trucs, parce qu'elle fait des rêves avec des enfants morts. Enfin, voilà, elle se croyait folle, parce que je vois pas pourquoi je rêve de ça. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui est positif, qui a vachement d'entrain. Donc a priori, il y aurait quand même un bagage, je sais pas en termes de pourcentage, hein, c'est pas 100% de nos traumas, hein, et peut-être 10%, mais on porte des choses de nos ancêtres. Alors cet homme a rigolé parce que je disais, bon, ben, vous êtes celle qui allait nettoyer tout ça. Elle me dit, oh, bah, ça tombe sur moi. Parce qu'en plus, elle est en train de faire un mémoire sur ce sujet. C'est ça qui est incroyable. Et elle me dit, je sais pas, ça me travaille vachement ce sujet, je suis pas bien. Et pourquoi elle a choisi ce sujet? Enfin, voilà, il y a du sens par rapport à son histoire, en fait. Donc j'ai hâte qu'elle le finisse parce que je pense que ça va l'aider. Ouais, pour les racines. Donc les problématiques d'adoption aussi, je ne sais pas si vous avez été un peu confrontés à ça, mais c'est vraiment une problématique très particulière. Et on a sous-estimé, je pense pendant longtemps, l'impact de l'adoption. C'est vraiment pas anodin. Et en plus, souvent, les parents qui adoptent, comme ils donnent tout, ils ont l'impression... Comment dire, pas tous, hein, mais j'ai vu certains cas qui étaient un peu problématiques parce qu'en fait les parents attendent une reconnaissance. Ils disent, ben voilà, moi cet enfant, je lui ai tout donné. Donc ils attendent un peu comme avec des enfants normaux où les enfants ils vont dire, oh maman je t'aime. Mais ça vient pas souvent parce que l'enfant, déjà il a été abandonné, donc il a une peur qui est dans son cerveau reptilien et puis il a un problème d'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être il s'est attaché, mais on l'a trahi, quoi. Enfin, oui, je me suis attachée, mais on m'a abandonné. Même si c'est pas clair dans son esprit, physiologiquement, il y a une empreinte. Donc ça veut dire s'attacher, ça veut dire être abandonné. Donc, souvent, c'est des enfants qui vont avoir du mal à être comme des enfants normaux, quoi, dans une transmission génétique normale. Donc, ça crée des incompréhensions de part et d'autre, et moi, j'ai vu plusieurs cas d'adoption qui étaient très problématiques. Hein. Il y a même des parents qui ont dit, mais c'est pas on l'a rendu, mais en fait ils l'ont mis en foyer parce qu'ils ne pouvaient plus gérer. Ça c'est vraiment dramatique. Hein.